Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 22 décembre. Le 22 décembre qui marque précisément d'ailleurs le solstice d'hiver cette année avec une journée qui ne dure que 8 heures et une nuit de 16 heures, la plus longue de l'année. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de là, les jours rallongent. Et avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le budget de l'an prochain est définitivement adopté après une vingtaine de 49.3 et le rejet d'une 31e motion de censure. Des députés de l'opposition ont qualifié ce processus de déni de démocratie. Et c'est aujourd'hui que les derniers soldats français quittent le Niger. Après le Mali et le Burkina Faso, c'est la junte du Niger qui a pris le pouvoir en juillet dernier et qui pousse les forces françaises vers la sortie, mettant ainsi fin à près de 10 ans de lutte de la France contre le djihadisme dans la région. Parallèlement au retrait des troupes, la France a annoncé qu'elle fermait son ambassade au Niger. Et on s'arrête un instant maintenant sur l'appel de Claire, une jeune femme de 26 ans qui a été violée en plein Paris par un migrant centrafricain de 25 ans alors qu'il était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Claire dénonce le fait que si l'État avait appliqué l'OQTF, elle n'aurait pas été victime de ce viol. Elle déplore aussi le silence d'une partie de la gauche dans ces cas de figure qui, selon les voix critiques, reste muette car redoutant une régulation plus stricte en matière d'immigration. La gauche, à l'inverse, parle, elle, d'instrumentalisation de la droite. Et une autre agression a eu lieu, dirigée celle-là contre l'adjointe au maire de Saint-Denis. L'adjointe a été violemment agressée après avoir été suivie par plusieurs personnes. Elle a été frappée à la tête et au corps. Les agresseurs ont pris la fuite et l'enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette attaque qui s'ajoute aux nombreuses violences perpétrées envers les élus. Et une bonne nouvelle, il y en a, la preuve, un pompier volontaire a sauvé la vie d'un bébé. L'application Staying Alive a joué un rôle prépondérant dans ce sauvetage alors qu'il était chez lui. Grâce à l'application qu'il avait installée sur son téléphone, il a été averti d'un arrêt cardiaque à proximité de son domicile. Il a pu intervenir immédiatement pour pratiquer un massage cardiaque sur le bébé de 3 mois. Les médecins confirment que son intervention a été déterminante. L'application Staying Alive alerte les citoyens capables d'effectuer des massages cardiaques pour gagner de précieuses minutes avant l'arrivée des secours. Un aspect positif de la technologie s'il en est. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler du virus le plus tristement célèbre de notre époque. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'actualité nous amène à nous pencher sur la révélation explosive d'une série de documents. Ceci pourrait bien ébranler les fondements de notre compréhension de la pandémie de Covid-19. En effet, cette série de documents suggère une possible fuite de laboratoire à Wuhan. Une hypothèse qui jusqu'alors relevait encore du domaine de la spéculation. Ce sujet, loin d'être anecdotique, touche au cœur de la santé publique mondiale et soulève des questions éthiques et sécuritaires majeures. Et les implications sont vastes, allant de la confiance envers les institutions à la prévention future de pandémies. Ces fameux documents, obtenus par le groupe de recherche en santé publique US Right to Know, révèlent un projet de recherche dangereux mené en Chine peu avant l'émergence du virus. Il s'agit sans doute d'une pièce maîtresse dans le puzzle complexe de l'origine du Covid-19. Et la gravité de ces révélations exige une attention particulière. Voici les détails. La controverse entourant l'origine du Covid-19 prend un nouveau tournant, avec la révélation de documents détaillant un projet de recherche nommé Project Diffuse. Ce projet, élaboré par EcoHealth Alliance, une ONG new-yorkaise, et proposé au laboratoire de virologie de Wuhan, visait à manipuler génétiquement des coronavirus de type SARS. L'objectif déclaré était de prévenir une éventuelle transmission à l'homme et de développer des stratégies vaccinales. Cependant, ces expériences comportaient des risques significatifs, notamment l'ingénierie de protéines spike pour infecter des cellules humaines
et les insérer dans la colonne vertébrale du SRAS-Covid. Le docteur Richard E. Bright, biologiste moléculaire de l'université Rogers, souligne l'importance de ces révélations, affirmant qu'elles suggèrent fortement un lien entre les expériences décrites dans le projet Diffuse et l'apparition du SRAS-CoV-2. D'autre part, le sénateur Rand Paul et le biologiste Matt Ridley vont plus loin, en suggérant que ces expériences pourraient avoir conduit à la création accidentelle du SRAS-CoV-2. Matt Ridley a déclaré « Cette dernière fuite de documents rend l'hypothèse d'une fuite de laboratoire presque certaine. » Les documents révèlent également des tentatives d'induire en erreur le Pentagone quant au niveau de risque de ces expériences pour obtenir un financement. Bien que la demande de financement ait été rejetée par le ministère américain de la Défense, l'existence de tels plans soulève des questions alarmantes sur les pratiques de sécurité et d'éthique dans la recherche sur les virus. Après la découverte de ces documents, nous voilà confrontés à une réalité troublante. Avec ces révélations, les origines naturelles du virus s'éloignent davantage, tandis que la probabilité d'une création en laboratoire semble, elle, se préciser. Après tout, malgré l'absence de financement du gouvernement américain, rien n'empêchait la Chine de mettre à exécution ses plans. Alors, si tout cela s'avérait exact, les implications de ces découvertes dépasseraient le cadre scientifique pour toucher à la responsabilité éthique. Car, à la lumière de ces nouveaux documents, et si ces révélations se confirment, rappelez-vous, lorsqu'au début de l'épidémie, la Chine bloquait les déplacements intérieurs en provenance et vers Wuhan, cela aurait été en connaissance de cause. Pourtant, dans le même temps, la Chine permettait aussi les allées et venues internationales depuis et vers cet épicentre de l'épidémie. Alors, dans ce cas de figure, d'après vous, quelle sorte d'intention pourrait cacher le Parti communiste chinois derrière de tels agissements? On serait alors très loin de la simple négligence. Quoi qu'il en soit, dans les prochains jours, la réaction de la communauté internationale et des acteurs clés sera cruciale pour déterminer l'impact effectif de ces révélations. Je vous remercie. Rémi, à vous l'antenne. Merci Anthony. Et à Prague, David Kozak, un étudiant tchèque de 24 ans, est à l'origine d'une fusillade au sein de son université. Le bilan est de 14 morts et de 25 blessés. Le tueur a été retrouvé mort. On ne sait pas encore s'il s'est donné la mort ou s'il a été neutralisé par les forces de police. Le père du tueur a été retrouvé mort, lui aussi, à Ostun, un village situé à 30 km de Prague. Le jeune homme aurait tué son père et serait parti pour Prague en disant qu'il voulait se suicider, selon les déclarations de M. Vandrasek, le chef de la police tchèque. Selon le ministre tchèque de l'Intérieur, la fusillade n'aurait pas de lien avec le terrorisme international. Et au Moyen-Orient, Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza, et ce, alors que les efforts se poursuivent toujours pour négocier une trêve à Gaza, où, selon le Hamas, le bilan atteint désormais les 20 000 morts côté palestinien. Selon un récent sondage, 67% des Israéliens seraient favorables à une trêve en échange du retour des 126 otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Et en Belgique, une histoire d'espionnage. Un élu flamand était en contact avec un membre du ministère chinois de la sécurité d'État. Ce dernier tentait de peser sur la politique européenne et belge, et l'élu lui a fourni des informations contre de l'argent. Il aurait touché entre 6 et 10 000 euros par mission. Le membre du Parti communiste chinois lui demandait notamment d'exercer son influence sur les questions relatives à la situation à Hong Kong, à la persécution des Ouïghours ou au projet de sanctions visant l'entreprise Huawei. Malheureusement, cette affaire de corruption d'élus par le PCC est très loin d'être marginale dans le monde. Et on reste sur le thème de la Chine avec Vladia. Vladia qui a des nouvelles assez surprenantes à nous transmettre. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de décès dont la cause est inconnue et ensuite d'un nouveau vaccin made in China. Ces derniers temps donc, beaucoup de décès sont enregistrés en Chine, en particulier parmi les hauts fonctionnaires et les personnalités du pays. Cela arrive en même temps que les autorités de santé chinoises déclarent qu'une vague de maladies respiratoires frappe la Chine.
Tang Xiaohu était le fondateur milliardaire du géant chinois de l'informatique SenseTime. Il est décédé à l'âge de 55 ans vendredi dernier. Le communiqué de l'entreprise fait état de problèmes de santé non divulgués, bien qu'aucun rapport antérieur à son sujet n'ait fait état de problèmes de santé. En 2021, les États-Unis ont accusé SenseTime de développer des programmes de reconnaissance faciale qui aident le régime communiste chinois à persécuter les minorités ouïghours du Xinjiang. Un jour après la mort de Tang, un autre expert chinois de renom est décédé à l'âge de 51 ans. Les médias chinois n'ont pas révélé la cause de son décès. La semaine dernière également, la célèbre actrice hongkongaise Cathy Chow est décédée à son domicile de Pékin. Les autorités n'ont pas révélé la raison de son décès. Mais la police de Pékin a arrêté un membre du personnel d'un hôpital local et l'a accusé d'avoir divulgué en ligne le dossier médical de Cathy Chow. Le dossier montre que l'actrice a souffert d'une toux et d'une détresse respiratoire sévère la nuit précédant son décès. L'hôpital a confirmé que le dossier médical était authentique. Entre-temps, au moins 16 artistes chinois sont décédés après être tombés malades en octobre et novembre. Parmi eux se trouvaient des réalisateurs, des acteurs et des actrices, des chanteurs et des photographes de renom. 4 d'entre eux avaient moins de 55 ans, le plus jeune n'avait que 30 ans. La Chine a également fait état d'au moins 20 décès de hauts fonctionnaires et d'anciens fonctionnaires au cours des 3 dernières semaines. Il s'agit notamment de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale populaire, d'un ancien gouverneur adjoint et d'un ancien ambassadeur de Chine. Ces annonces font suite au décès soudain de l'ancien premier ministre chinois Li Keqiang en octobre. Li Keqiang est décédé à l'âge de 68 ans, quelques mois seulement après avoir quitté son poste de deuxième homme le plus puissant de Chine. Les hôpitaux du pays restent surchargés de patients souffrant de maladies respiratoires, dont beaucoup d'enfants. Les autorités chinoises ont affirmé que la vague de pneumonie non diagnostiquée était en train de s'atténuer. Le régime chinois a signalé un nouveau variant du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé l'a ensuite enregistré dans sa base. Des scientifiques chinois ont créé un nouveau vaccin inhalable contre le Covid-19, destiné à remplacer la version injectable. Selon un article publié par la revue Nature, il s'agit d'un vaccin en poudre sèche inhalable. Comparé au vaccin ARN injectable, le vaccin en poudre pourrait réduire considérablement les coûts de transport et de stockage, il n'a pas besoin d'être réfrigéré. Selon l'équipe de développement, il pénètre profondément dans les poumons une fois inhalé. Le vaccin a déjà été autorisé pour les essais sur les animaux. Il doit encore être testé sur l'homme. L'équipe à l'origine du nouveau vaccin est un institut d'État chinois basé à Pékin, dirigé par le Parti communiste chinois. L'année dernière, la Chine a approuvé le premier vaccin inhalable contre le Covid-19 et l'a exporté vers d'autres pays asiatiques. Mais des experts soulignent que sa sécurité et son efficacité doivent encore être testées. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes quant à une éventuelle inflammation indésirable suite à l'inhalation par les patients. C'est tout pour aujourd'hui en ce qui me concerne. Passez de bonnes fêtes parce que je pense qu'on se reverra après Noël. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. Et c'est le moment pour moi de vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Nous vous souhaitons, où que vous soyez, de vivre l'esprit de Noël à travers un repas, des amis, votre famille ou même une balade en solitaire dans les rues décorées d'une grande ville. Cette fête traditionnelle évoque la chaleur et l'espoir d'un beau futur, même au cœur du plus rude des hivers. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera après Noël. Ce sera le mardi 26 décembre à 13 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, laissez-moi vous souhaiter au nom de toute l'équipe un très bon après-midi et surtout un excellent réveillon. Joyeux Noël!